Pascal évoquait cet événement, cette réunion qui s'est déroulée il y a quelques temps, quelques semaines, je ne sais plus, à Roubaix, où dans le public on a entendu des choses particulièrement dures. C'était une réunion concernant les Roms. Et alors que quand on a entendu on va réouvrir les fours crématoires, c'était une plaisanterie bien évidemment. Et puis sinon, nous avons réussi, pardon. Quelqu'un a dit les Roms à Auschwitz. Les Roms à Auschwitz. Oui. Les fours crématoires, c'est autre chose. C'est un autre dossier peut-être. Il y a eu beaucoup de choses en ce moment. Alors, il y avait deux choses. Oui. Il y avait une personne d'origine maghrébine. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Qui effectivement disait mais nous, on est chez nous, on a travaillé, on vit mal, des choses comme ça, qu'ils aillent ailleurs. Et après, effectivement, quelques secondes après, il y a une voix masculine qui sort de Hamas et qui dit qu'on les envoie à Auschwitz. Voilà. Le maire et ses adjoints qui étaient là n'ont absolument pas répondu, parce que moi j'ai vu la vidéo pour ceux qui l'ont. C'est sur le net. Pas de très bonne qualité, mais bon, on peut trouver. Peut-être que tout le monde n'a pas vu. Donc, aucune. Alors, quelques mouvements gênés dans la foule, mais du côté des édiles municipaux, un silence blanc. Voilà. Il a fallu que des communiqués du MRAP et de la section PCF de Roubaix mettent le maire à raison pour qu'il aille porter plainte. Voilà. Et en même temps, et les journaux qui ont bien joué leur rôle, la Réclair, quand même, ils ont fait leur travail cette fois-là, parce qu'effectivement, ils ont relayé les choses d'une façon correcte. Et le maire a porté plainte. Et le maire a porté plainte, mais hier. C'est tout récent. Avant-hier. Est-ce qu'on est dans l'ambiance de Monnaie Bleue? Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est on en arrive, non, mais on arrive même à quelque chose de terrifiant, c'est-à-dire que c'est des mécanismes qui ont été aussi décrits, c'est que ce qu'il faut surtout, c'est que les pauvres se fassent la guerre entre eux. Le premier incident un peu lourd avec des Roms s'est passé à Marseille, dans le quartier nord, où c'est des habitants qui sont essentiellement des immigrés, enfin des Français d'origine immigrée, ou des immigrés eux-mêmes, qui se sont organisés en milice pour mettre le feu en disant que la police ne venait pas. Quand vous voulez jouer la stratégie de la tension, c'est quelque chose qui est très faisable, surtout que je crois qu'une élue socialiste a brillamment, à ce moment-là, dit qu'il fallait peut-être amener l'armée sur les quartiers. Alors, que l'insécurité soit... enfin, l'insécurité. Que ces gens-là, au jour le jour, je parle des gens qui vivent avec des campements roms à proximité, trouvent la vie extrêmement difficile et extrêmement complexe, il ne va pas falloir le nier non plus. Parce que si on le nie, on fait le jeu de qui vous savez, on fait le jeu du bloc. Donc ça, il ne faut pas le nier. C'est justement ce qui crée des réactions. Vous avez dit du bloc. Oui, du bloc. On fait, mais en même temps, il faut aussi reprendre le système avec une échelle. C'est que je crois que, sauf erreur de ma part, c'est à peu près 30 000 personnes, les Roms, en France, pas plus. C'est quand même pas grand monde. Que l'Europe est capable de nous expliquer comment réformer, est capable de vouloir nous imposer comment réformer nos retraites et quelle taille doit avoir notre tranche de mortadelle. Par contre, elle est incapable de demander à des pays comme la Roumanie, comme la Bulgarie, comme la Hongrie, il y en a moins, mais la Hongrie qui est en train de devenir un État fasciste pour le coup, et en douceur, et dans l'indifférence générale, surtout dans la est incapable d'expliquer elle est capable d'expliquer à des Grecs qu'il faut fermer leurs hôpitaux, mais elle est incapable d'expliquer à des Roumains, il faut m'expliquer pourquoi, s'ils veulent continuer à recevoir des fonds de l'Europe, par exemple, ils ont intérêt à accorder un véritable statut à leur minorité, c'est-à-dire un véritable statut de citoyen roumain aux Roms. Ça ne doit pas être bien compliqué d'installer 3 diplomates autour d'une table et de leur dire c'est terminé. Voilà, c'est ça ou ça, vous choisissez. Bon, je ne peux pas m'empêcher, sans être un complotiste, de penser que si on ne fait pas des choses aussi simples, alors que je vous dis encore une fois, on est capable de
ramener à l'âge de pierre des pays comme la Grèce ou le Portugal. Si on ne fait pas ça, c'est parce qu'effectivement, en plus, ça permet dans des sociétés comme la nôtre des abcès de fixation, ça permet d'énerver tout le monde, ça permet de faire le matamor sécuritaire, ça permet plein de choses. Voilà. Je passe sur le fait que c'est en plus humainement inacceptable. Enfin, ça va de soi. Mais ce qui m'intéresse derrière politiquement, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette histoire-là. Parce qu'encore une fois, je dis c'est 28 à 30 000 personnes. Je parle souvent trop, mais c'est pas plus. C'est pas la horde, c'est pas les Huns, c'est pas Attila, c'est 28 à 30 000 personnes. Alors, faut pas me faire croire que voilà. Alors, je passe à Anne Orland, qui était, mais c'est cette année, c'est mars 2013. Alors, celui-là, on m'a accusé d'être une fille de 17 ans norvégienne. On vous a accusé d'être, voilà. Oui. Là, vous entrez dans la peau, effectivement, d'une jeune victime de la tuerie qui avait été provoquée par Anders Behring Breivik, mais évidemment, là, il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle l'autre. En tout cas, pendant presque toute la durée du roman, on va trouver son nom, et ce ne sera pas ce nom-là, bien sûr, vers la fin du roman, quand la victime va commencer à accepter d'en parler et donc de guérir de ce traumatisme. Qu'est-ce qui vous a... alors justement, c'est un livre d'abord qui est... c'est plutôt un roman pour ce qu'on appelle les jeunes adultes. Voilà, les jeunes adultes. Les jeunes adultes, enfin, nous sommes tous des jeunes adultes dans la salle. Oui. En roman jeunesse, ça recouvre les albums pour les 3-5 ans jusqu'au texte pour 15 ans et plus. Ça reste un peu... Non, c'est des romans qui peuvent... Alors, il y a quelque chose que je tiens à dire parce que c'est pas forcément... Je tiens à saluer historiquement l'éditeur de ces romans-là, qui est l'éditeur qui est Syros. Oui. Syros, c'est un éditeur qui a été le premier à faire du roman noir. Souris noire. Avec la souris noire, et d'ailleurs c'est Denain, c'est le premier titre. Souris noire, c'est pour les petits, rat noir, c'était plus tard, c'était pour 15 ans et plus. Mais ça peut être lu par les adultes. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des collections de romans policiers pour les enfants. Et le roman policier, la différence avec le roman noir, c'est que le roman policier, c'est c'est comme les chiens policiers, c'est une littérature du retour à l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a, c'est le Cluedo, on cherche qui a tué, on trouve à la fin, et tout rentre dans l'ordre. On veut savoir pourquoi il y a eu un mort, on veut savoir pourquoi, etc. Ça, non. Et le roman noir, et c'était la première collection aussi qui est demandée à des auteurs, qui n'est pas forcément des auteurs de littérature jeunesse, d'écrire avec leurs préoccupations, leur univers, d'écrire à destination d'un public plus jeune au départ. Et donc les auteurs qui sont au catalogue de Rat Noir sont rarement uniquement des auteurs jeunesse, c'est des auteurs de polar, il y avait Denain qui est Quadrupani, il y en a comme ça plusieurs, Marcus Malt, etc. Et donc ça c'est très intéressant parce que ça vous force de manière littéraire, ça vous force à non pas à simplifier votre propos, mais à le rendre encore plus clair, encore plus net. C'est-à-dire que vous savez quand même que vous devez, si vous avez envie d'être honnête avec votre propre univers, moi j'avais envie d'être honnête avec le mien, à savoir les thèmes qui sont souvent au cœur de ce que je raconte, qui sont justement le danger extrémiste de droite, le danger communautariste, raciste, etc. Si vous avez envie de parler de ça à des gens qui potentiellement vont avoir 15 ans, 14-15 ans, entre collège et lycée, vous avez intérêt à clarifier votre propos au maximum et à essayer de les faire se sentir concernés. Moi, ce que j'ai trouvé comme moyen, c'est de faire parler dans les deux romans, parce qu'il y en a un autre, La Grande Môme, qui est juste avant. Voilà, oui. D'ailleurs, elle écrit, qui est un roman sur une fille qui s'aperçoit que sa mère a fait partie d'Action Directe 20 ans avant. Là, c'est une fille qui a survécu
donc à cette tuerie. C'était deux amis, il y avait des échanges entre les, voilà, les un collèges français. Voilà, Et néerlandais. Et néerlandais. Et donc, il fallait absolument que je parle de cette histoire parce que ça avait été vérifié quand on avait vu l'âge des victimes sur l'île, où il y avait cette réunion, cette université d'été des jeunes travaillistes norvégiens. Les victimes les plus jeunes avaient 14-15 ans, sur les 66 morts qu'il y a eu. Donc, voilà. Moi, il fallait absolument que je parle de ça, parce qu'en plus, ça arrivait dans un pays comme quoi il faut se méfier. Ça arrivait dans un pays qu'on avait plutôt tendance, malgré le polar norvégien, malgré, etc., plutôt tendance à se dire que, en gros, tout va bien. Ils ont plein de pognon avec le pétrole, ils ont gardé un état-providence très très fort. Qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien, on s'aperçoit que ce qui a pu se passer, c'est comme partout, c'est-à-dire que il y a une panique identitaire en Europe, un peu partout, qui est liée d'ailleurs à l'incertitude que fait régner le capitalisme sur l'ensemble du continent, et qui touche des pays même apparemment protégés. On a parlé de la Suède tout à l'heure, voilà, enfin, le fameux modèle scandinave, on prend sérieusement un coup dans l'aile. Et moi, ça m'a absolument terrifié, parce qu'en plus, dans mon imaginaire, parce que je suis d'origine rouennaise, et Rouen est effectivement jumelé pour des raisons, parce que Rouen a été conquis par les Vikings, donc par des Normands, des Norvégiens. Donc il y avait, dans mon lycée par exemple, il y avait au lycée Corneille à Rouen, il y avait toujours 3 ou 4 élèves norvégiens par classe en terminale. Et il y avait un monument aux morts, le monument aux morts de la guerre 14-18 des Norvégiens, qui était venu, le corps expéditionnaire norvégien, qui était venu se battre. Donc il y avait des liens comme ça. Et donc la Norvège, j'y suis jamais allé, mais bon, c'était quand ils nous en parlaient, ou quand elles nous en parlaient, c'était pratiquement le pays ça apparaissait comme un pays paradisiaque. C'était, voilà, entre le soleil de minuit et puis. Et je me suis dit, voilà, ça c'est meurtre au paradis. C'est tout d'un coup l'enfer. Il y a plus de. C'est l'idée d'un roman où il n'y a plus de sanctuaire en fait. C'est ça. Voilà. Alors, on peut même se poser la question au sujet de l'exemple de la Norvège. Dérive individuelle ou effectivement conséquence, je dirais, d'une tentation totalitariste de la part de certains groupes de la société. Moi, j'ai suivi ce fait divers il y a 2 ans, je crois, c'est ça. Ouais, c'était l'été 2000. J'ai pas réussi à faire la part. À faire la part. On peut penser à une dérive individuelle de la part de ce type. Du loup solitaire, mais j'en parle dans l'histoire. Alors, comment analysez-vous les choses là? Je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Si je puis dire. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve que se banalise. Et Internet, parce que le roman se passe, elle se fait hameçonner par Facebook. Parce que je ne vais pas raconter, parce que là, pour le coup, il y a une intrigue quand même. C'est-à-dire que sur le. Mais là, pour le coup, il y a peut-être quand même quelque chose à. Une découverte que la fille fait sur elle-même qui va au-delà de ce qu'elle a vécu. Mais je ne l'ai pas dit. Non. C'est-à-dire que, en fait, il y a des propos, objectivement, qui se sont banalisés sur l'islam, sur les étrangers en général, qui sont banalisés en Europe. Des choses qu'on n'osait plus dire comme ça. Alors certains vous disent que c'est bien, c'est la liberté de penser, ceci, cela. Oui, il y a un climat xénophobe et qui est entretenu par une crise économique, et c'est un schéma qu'on connaît déjà. Et par exemple, ce qui s'est passé en Norvège, c'est pas, en plus, je ne sais pas si c'est en ce moment-là que je le dis, mais c'est encore plus dangereux. Vous savez, par exemple, les scores les plus élevés du Front National en France ont été faits dans des villages alsaciens où vous n'avez pas vu l'ombre de la corne d'un Turc. C'est-à-dire qu'on a souvent encore plus peur de ce qu'on croit être la menace chez les autres. Et c'est-à-dire que manifestement, ce qui apparaît dans les cités scandinaves, notamment les cités norvégiennes, pour moi, je pense que j'ai suivi de l'affaire, mais comme vous, j'allais dire en regardant, si on regardait ça avec un œil un peu journalistique, etc., c'est que manifestement, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est une propagande anti-immigrée
qui se joue pas seulement forcément pour la société norvégienne, mais Breivik, Internet, c'est international. Il était connu de toute une mouvance ultra-identitaire qui effectivement apparaît, mais même regardez, apparaît en France sur la droite du Front National. Je pense que je dis un mot comme sur la droite du Front National, on se dit vraiment qu'on est arrivé dans du dur quand même, hein. C'est-à-dire qui est clairement une société. Et donc je pense que c'est un loup solitaire au sens ce que les Américains appellent le lone wolf dans le terrorisme. C'est comme le gars j'en parle dans le roman d'ailleurs, Timothy McVeigh, celui qui avait fait sauter un immeuble à Oklahoma City, etc. C'est un jour un type qui prend son flingue et ses explosifs et qui a vécu qui a développé sa paranoïa et qui pense à agir tout seul. Les deux terroristes de Londres également. Oui, mais alors en même temps, c'est pas non plus des générations spontanées. Je veux dire, par là, il n'y a pas de commanditaire explicite. Il n'y a pas de commanditaire explicite, mais il y a une atmosphère intellectuelle, si je puis dire, une atmosphère idéologique passe par quelque chose qui flotte comme ça idéologiquement dans l'air, qui passe notamment par Internet, par certains, etc., qui fait que tout d'un coup, il y a des gens qui se sentent désinhibés. Justement, à votre sens, le virtuel du net a libéré, entre guillemets, cette parole-là. Voilà, c'est-à-dire que c'est qu'il y a une peu libéré cette parole, en tout cas, cette parole se répand. C'est pour ça qu'à mon avis, en plus, mais ça c'est un autre débat, je pense que les lois Guesson ont été une très bonne chose historiquement. Après, il faut y réfléchir maintenant, parce que je trouve que ça devient très compliqué de lutter contre des gens qui, de toute façon, disent les choses par l'interdiction, purement par interdiction judiciaire. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça aussi. C'est-à-dire que, justement, que tout puisse être dit de manière à ce qu'on puisse combattre à visage découvert. Parce que quand vous faites tomber des sanctions de Internet, rend tout ça caduque, hein, parce que de toute façon, Internet, vous hébergez un site dans n'importe quel autre pays, en Russie par exemple, et vous pouvez balancer les pires saloperies que vous voulez, et ils vont des lettres. Donc, il faut absolument une contre-attaque idéologique et pas juridique. Vous voyez, pas seulement en tout cas. Voilà, c'est-à-dire que il ne s'agit pas je vous dis encore une fois, elles ont été formidables historiquement, mais là en ce moment, je me demande s'il ne faut pas en plus en arriver à autoriser certains propos pour pouvoir mieux les combattre et pas dire ça tombe sous le coup de la loi. On va trop vite quand on fait ça, à mon avis. Voilà, on laisse au contraire des gens macérer, et puis vous connaissez dans la jeunesse souvent l'attrait de l'interdit, en plus l'idée de la transgression, du côté tout le monde me dit que c'est mal, donc je le fais. Ça joue aussi idéologiquement. Donc encore, ça c'est pas, mais ça encore une fois c'est une question ouverte, hein, que je pose. Parce que ce que je constate, c'est que les faits sont têtus, c'est que c'est un discours dominant, effectivement, qui permet des tas de passages individuels. Effectivement, à Boston, il n'y a pas de commanditaire. Il n'y a pas de commanditaire chez les deux Anglais qui ont assassiné un militaire. Il n'y a pas de commanditaire chez celui qui a blessé un soldat à la défense, je crois. Voilà. Bon, ça c'est notre... Mais on sent bien, si vous voulez, qu'il y a des discours communautaristes, identitaires. D'ailleurs, j'allais dire des deux côtés, ça ne veut rien dire, mais aussi bien chez l'extrême droite blanche, identitaire européenne, que dans certains milieux islamistes. C'est un discours absolument terrifiant qui se développe et qui font qu'effectivement, il n'y a pas besoin que quelqu'un donne un ordre à quelqu'un pour que un gars tout seul, ou deux ou trois, décident tiens, on va faire notre croisade personnelle. Et c'est ce qui s'est passé avec Breivik en Norvège. Mais ce qui m'a frappé, c'est pour ça que j'avais envie de parler de la Norvège, pour que je transpose un pays plus imaginaire qui s'appelle la Norlande, c'est que, pour renforcer le caractère idyllique de la société norlandaise, etc., c'est que c'est pas là qu'on aurait pensé que ça allait arriver. Si ça devait arriver quelque part en Europe, c'est pas là. On aurait plutôt pensé on aurait imaginé à la limite chez nous, à la limite en Italie, voilà, en Allemagne, mais dans les sociétés scandinaves, on a plutôt une tradition
c'est quand même incroyable si vous avez vu l'histoire de Breivik, c'est-à-dire qu'ils ont quand même mis 2h30 pour arriver sur les lieux, parce que je crois que la police d'Oslo, mais pas par manque d'équipement, alors que c'est un pays riche, devait avoir un hélicoptère. Voilà, c'est-à-dire que c'était pour voilà, donc ils ont été obligés de faire la navette avec le même hélicoptère. C'est pour vous dire que ces été tellement peu sécuritaires que voilà, il faut. On le voit d'ailleurs dans le bouquin, c'était écrit, puisque les ministres ne sont pas protégés, et du jour au lendemain, ils vont le devenir. C'est voilà, il y avait un très beau texte d'un auteur de polar norvégien, je suis en train de chercher son nom, c'est pas John Esbo, c'est un autre. Juste après les attentats, qui a dit ce que j'en veux évidemment à Breivik, des morts, etc. Mais ce que je lui en veux, ce texte m'avait marqué, d'ailleurs, il a un peu été le déclic de Norland, c'est d'avoir fait changer de monde, et que les ministères où en gros les gens arrivaient. Vous savez, c'est comme ça que s'est fait assassiner Olof Palme déjà. C'est-à-dire que c'était un ministre norvégien, ça prend le métro et ça prenait le métro, ça allait au cinéma avec sa femme et ça rentrait chez lui, et puis à pied, quoi. Et puis voilà, c'est-à-dire que et ça apparemment c'est terminé.